up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, c'est très spécial. On va parler d'un film qui a été pensé dans les années 90, qui est sorti au cinéma en 1998 pour être plus précis. Et 25 ans plus tard, le film est réédité. C'est une nouvelle ressortie et c'est une très bonne nouvelle. Et c'est grâce d'ailleurs à toute l'équipe de Malavida que je remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le film s'appelle Jeanne et le garçon formidable. C'est réalisé par deux personnes, Olivier Ducastel et Jacques Martineau. C'était leur premier film. Ils ont une carrière, donc ils ont fait d'autres films. Ça va être intéressant aussi de leur poser la question par rapport à ça. Mais en tout cas, ils ont accepté de venir sur la chaîne pour parler de ce film qui date d'il y a 25 ans, que j'ai revu récemment. Alors, je leur disais hors caméra, mais ça, c'est intéressant. Je leur dis que c'était un film que j'avais pas forcément aimé à l'époque, mais je suis revenu sur beaucoup de choses, donc ça veut dire que voilà, c'est important. Cette sortie est importante. Mais en tout cas, je me souviens très bien que Jeanne et le garçon formidable à l'époque, ça avait créé c'était quelque chose de très important et on en parlait beaucoup. Et ça aussi, on va en parler de pourquoi on en parlait beaucoup. Merci à vous deux d'être là. Je vous pose une simple question d'abord. Comment allez-vous à quelques jours de la sortie, de la ressortie ou de la sortie, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement, parce que c'est d'autres générations qui vont découvrir votre film. En tout cas, c'est le 14 juin. Comment allez-vous? Bah, ressorti, moi, c'est vrai que dans tous les messages que j'écris toujours ressorti. D'ailleurs, le correcteur, à chaque fois, il veut pas de ressorti. Mais voilà, plutôt une ressortie. On va répondre séparément. Moi, par rapport à la ressortie, je dirais que je suis vraiment dans la curiosité. Et évidemment, il n'y a pas il n'y a pas l'anxiété qu'il peut y avoir pour une sortie, voilà, d'un film inédit où on est préoccupé du box-office ou des choses comme ça. Là, c'est plus dans la curiosité et le plaisir de repartager le film 25 ans après, oui. Et vous, Jacques, c'est à peu près la même Euh, chose? oui, ouais, enfin, oui, c'est très étrange. Il y a aucune anxiété, alors que quand on sort un film, oui, on est très anxieux. Euh, bon, ça vieillit un peu quand même. Non, mais c'est très réjouissant. Et en même temps, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire, mais ils sont encore vivants. Mais ma curiosité, c'est de voir s'il y a dans la salle, en effet, une nouvelle génération, ou si c'est que des nostalgiques qui ont vu le film ou qui l'ont vu en vidéo possiblement, hein, mais qui l'ont vu à l'époque. Moi, j'ai pas encore fait de présentation publique pour l'instant. Ça commence la semaine prochaine. Et ouais, je suis assez curieux de voir s'il y a des jeunes gens, quoi, vraiment, si ça peut les attirer. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, il y a quelques semaines de cela, j'avais reçu un youtubeur, voilà, c'était pour, parler d'un cinéaste qui s'appelle Greg Araki, que vous connaissez très certainement. Et puis à un moment comme ça, c'est un youtubeur qui, moi j'ai 46 ans et c'est un youtubeur qui avait à peu près 20-23 ans de moins que moi, même un peu plus je pense. Et à un moment, il parle du sida parce que dans les films de Greg Araki, on parle beaucoup de ça. Et il dit, donc à l'époque, on en mourait et là j'ai dû lui dire: «Non, non, mais aujourd'hui on continue encore d'en mourir, on peut en mourir encore du sida». Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le film, bien évidemment, on est dans les années 90 et voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Ça a été et même un des personnages, Jacques Bonafé, si je me trompe pas dans le film, dit: «Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on meure de quoi aujourd'hui?» Et en fait, j'ai l'impression que l'idée de ressortir ce film est très importante pour plein de raisons. Les acteurs, redécouvrir le doyen, la comédie musicale, beaucoup de choses. Mais il y a aussi l'idée que euh, ça rappelle aussi ce qui s'est passé un moment en France et ailleurs, dans le monde entier. Mais on va parler de la France parce que le film se passe en France. Et j'ai parfois, quand j'ai revu le film, peut-être que vous allez me contredire, mais j'ai très envie d'entendre votre avis là-dessus. J'ai parfois l'impression que il y aura, s'il y a une nouvelle génération qui découvre ce film, il y aura aussi une découverte d'une maladie dont on parle moins aujourd'hui par rapport au nombre de morts, j'entends bien. Et je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais j'ai eu cette sensation-là. Et moi, ça m'a pas rappelé ça. Comme je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Mais il y a aussi de cela. Et le film est très important pour ça, je crois. Je Aussi. vais laisser Jacques répondre parce que j'ai fait plein de grimaces pendant au moins une minute parce que j'ai eu plein d'alertes qui se sont affichées, je vous voyais plus tout ça. Donc du coup, j'ai été un peu, très perturbé par voilà des messages d'alerte du
du navigateur, mais tout va bien, je vous ai retrouvé. Donc, Jacques, du coup, tu as dû mieux écouter la question que moi. Oui, je ne sais pas si. Il y a quand même eu 120 battements, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, le film de Robin Campillo, qui, au fond, qui traite de la même époque. Enfin, sauf que nous, on ne traite pas des années 90, on fait le film dans les années 90. Même si le film a un très léger décalage par rapport à l'épidémie, puisqu'en fait, Pas 90 même, pas 90 même. voilà, il est Pratiquement. conçu et écrit en fait en 93-94, mais on connaît les délais du cinéma. Donc il est tourné en fait il est tourné juste au moment où l'épidémie est en train de changer complètement de visage, puisque les trithérapies sont arrivées et que il raconte quand même une situation qui est un tout petit peu antérieure à celle de sa réalisation. Après, oui, je crois, enfin, parce que nous, on a aussi tourné, mais c'était maintenant il y a longtemps, c'était 2008. Hein, on a tourné un téléfilm dans lequel il y avait encore des histoires de sida et d'ACT UP. Et à l'époque, déjà, les jeunes acteurs nous disaient, oh là là, on s'est replongé dans Guibert et tout ça, on a redécouvert quelque chose. Je crois que ça va très vite, en fait. Donc, je pense qu'il y a plein de jeunes gens qui ont vu 120 battements, c'était quoi, il y a 4 ans, hein, je pense, 3-4 ans, qui auront déjà oublié. Alors, bon, la différence, c'est que notre film, il vient de ces années-là, quoi. Je pense que c'est ce qui fait la grande différence par rapport au film de Robin, qui est un témoignage a posteriori, très beau et très exalté sur ce qu'était ACT UP. Nous, il est fait à ce moment-là, quand on est encore dans le trauma. Donc, en fait, nous, on essaye d'être le plus joyeux possible. C'est un film qui est très joyeux, il faut le dire, qui essaie d'être joyeux, mais en fait, on est quand même encore très traumatisé. Et le film, il garde cette trace. Peut-être que c'est ça qui peut plus, je pense, ébranler les jeunes générations. Je veux dire, c'est pas tant qu'on en parle, c'est que c'est marqué dans notre chair, enfin, et dans la chair de ce film. Je sais pas, c'est comme quand on revoit Les Nuits Fauves, qui est un film qui pouvait très énerver à l'époque. Moi, je l'ai revu très longtemps après, et en fait, j'ai été très ému, parce qu'effectivement, ce que je vois, c'est un homme malade qui se met en scène, enfin, et il y a quelque chose qui est très intime et qui est très bouleversant, en fait. Je pense que c'est ça, qui est peut-être plus frappant que de rappeler ce qu'a été cette épidémie. Voilà. Même si je sais que les gens occultent très très vite. Hein. Et puis il y a eu le Covid. Alors bon, on a tous. Mais je suis complètement d'accord avec Jacques sur le côté occulté. C'est plutôt, moi j'ai l'impression que, comment dire, les gens qui avaient 20 ans à la sortie enfin, il y a des gens qui n'ont pas vu le film de Robin Campillo parce qu'ils étaient trop jeunes quand le film est sorti et qui ont 18 ans aujourd'hui et qui peut-être effectivement peuvent découvrir des choses en voyant Jeanette Garçon formidable. Je pense pas que les gens qui ont vu 120 battements par minute, ils ont oublié entre guillemets ce que raconte 120 battements. Enfin, en plus, pour avoir fait une ou deux fois des présentations il y a un an ou deux, donc depuis que la copie restaurée de Jeanne existe, à des lycéens qui souvent, effectivement, que les profs amenaient voir Jeanne parce qu'ils avaient vu 120 battements, c'était plutôt intéressant, effectivement, de confronter non pas le traitement plutôt de la maladie entre comment on raconte les choses 20 ans après et comment on essaye de les raconter au moment où c'est en train de se passer. C'est plus. Et puis après, bon, il y a aussi des choses qui relèvent purement du registre cinématographique. C'est-à-dire que nous, effectivement, on fait le choix de faire une comédie musicale, d'amener des éléments de légèreté dans une histoire dramatique, voire même mélodramatique, alors que 120 battements par minute, effectivement, veut documenter l'histoire d'ACT UP aussi de façon beaucoup plus précise que ce que nous, on avait cherché à faire. Mais c'est de ça finalement, avec le recul, en le revoyant, enfin en revoyant plutôt, j'avais compris finalement à l'époque ce qui moi m'avait gêné et je comprends mieux aujourd'hui que non, ça ne doit pas être gênant. Moi, ce qui m'avait gêné à l'époque, c'était le fait d'avoir sollicité les codes narratifs et de mise en scène liés à la comédie musicale. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, il le fallait finalement parce que c'est une manière aussi, on est dans le dialogue, donc vous pouvez aussi être dans la contradiction, mais moi j'ai eu cette sensation que il fallait utiliser quelque chose qui soit lié à l'histoire du cinéma pour mieux inscrire le présent que vous filmez dans l'histoire du cinéma. En gros, pour dire que le cinéma a été là pour enregistrer, pour être témoin de quelque chose. Et il n'y a pas mieux que et en plus la comédie musicale est très contradictoire par définition. C'est la face cachée de l'iceberg et la face cachée de l'iceberg, c'est terrible. Donc aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi d'avoir utilisé ça. Et il faut rappeler qu'à l'époque, c'était, pardonnez-moi l'expression, très casse-gueule d'utiliser la comédie musicale dans les années 90. Enfin, moi, je m'en souviens très bien. Donc,
je comprends mieux ça. Et effectivement, ça, et avec cette légèreté, comme vous dites, Jacques, même si derrière cette légèreté, il y a beaucoup de choses très gravissimes, et ben, on sent que de manière très naïve, et pour paraphraser un critique de cinéma qui d'ailleurs est mort du sida début 90, c'est Serge Danet, il y a cette capacité que le cinéma a enregistré quelque chose. Et moi, j'ai Mm. l'impression que en revoyant votre film, ça me rappelle certaines choses des années 90, même si c'est une fiction, même si c'est une comédie musicale, mais c'est ça qui est très important, je pense, en tout cas. Oui, parce que en fait, c'est aussi que c'est pas une comédie musicale, enfin comédie musicale, c'est vrai que c'est un genre qui regroupe beaucoup d'approches en fait esthétiques. C'est pas parce qu'on met des chansons et de la danse que les films sont il y a une sorte de parenté, mais voilà, entre une comédie musicale, hollywoodienne ou même une comédie musicale contemporaine de Jeanne, mais faite à Hollywood avec d'énormes moyens, beaucoup de danseurs, voilà. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de prendre, dans l'héritage de Jacques Demy, la dimension comédie musicale en décor naturel. Donc, dans le réel. Et c'est ça, effectivement, je pense, qui est troublant quand on voit le film aujourd'hui, c'est de temps en temps de mesurer les décalages entre la France d'il y a 25 ans et la France d'aujourd'hui, sur des détails comme il n'y a pas de téléphone portable, il faut une télécarte pour aller à la cabine téléphonique, téléphoner, des petites choses comme ça. Mais en fait, de se dire que c'est pas tout à fait les mêmes voitures, mais ça ressemble quand même beaucoup dans le monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, je trouve, quand on voit le film. Après, je sais pas, il y en a tellement pensé, histoire du cinéma. Ce qui est certain, moi aussi, c'est a posteriori, hein, que je pense que le filtre de la comédie musicale était très nécessaire parce qu'il fallait vraiment une fiction marquée entre le réel et moi quand je l'ai écrit, c'est sûr. Qu'en tout cas, le film, je veux dire, réaliste, on va dire façon Dardenne, puisque Dardenne arrive à cette époque-là, d'ailleurs, les Dardennes. Je me voyais pas du tout aborder la question du sida comme ça. Bon, ça répond aussi beaucoup au code d'Act Up, hein. Comme moi, j'étais militant d'Act Up. Act Up, c'est très design. Enfin, ça a toujours été pensé comme un objet fait pour être vu. Act Up, puisqu'on était très peu, il fallait qu'on marque une empreinte, je dirais, graphique dans le monde. C'était vraiment ça. Et c'est vrai que je pense que Jeanne, ça a un peu à voir avec ça aussi, avec ce côté, oui, recherche d'une empreinte graphique, je sais pas, enfin de quelque chose qui soit vraiment une interface entre le monde et moi. La comédie musicale, c'était parfait. Bon, moi j'adore la musique, j'adore chanter, il y avait tout ça. Mais après, c'est vrai, je suis d'accord avec Olivier. C'est quelque chose qu'on aime, je crois qu'on continue à faire, qu'on a continué à faire dans nos films. C'est ce qui est derrière les personnages principaux, quoi. On filme une action, mais derrière, il y a le monde. Et moi, c'est quelque chose qui effectivement m'émeut beaucoup quand je vois des films. Même, je regarde parfois des films un peu pas forcément formidables qu'on peut voir sur LCP, par exemple, des fictions télé des années 70. Et en fait, je suis complètement émerveillé de revoir ce monde derrière les protagonistes. Je trouve que c'est un des trucs du cinéma qui est vraiment bouleversant. Vraiment, c'est cette trace, quoi. Vraiment. Mais Bon. moi, j'avais complètement oublié aussi, mais alors après, c'est chacun interprète comme il l'entend, en tant que spectateur pour le coup, mais ça me rappelait aussi énormément cette espèce ce réalisme, ce qu'on appelait le réalisme poétique dans les années 30, le cinéma et je l'avais absolument pas vu à l'époque, et là, c'est totalement criant de vérité. Vous avez écrit le scénario, Jacques, quand vous écrivez l'histoire, vous avez déjà tout ça avec vous, c'est-à-dire la comédie musicale, peut-être aussi un certain cinéma français, ou alors vous avez préféré vous vider de tout cela et raconter juste une histoire avec sur des choses qui vous sensibilisaient. On va dire les deux, en fait. Moi, je suis pas je suis pas un cinéphile au sens. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma et j'allais beaucoup voir de films, mais je suis pas un cinéphile. Par exemple, je collectionnais pas dans ma tête. Je veux dire, les réalisateurs, je les connaissais, mais pas très bien. Enfin, je suis pas quelqu'un qui allait écumer la cinémathèque. Enfin, je sais pas. C'était pas mon truc, mais j'ai vu beaucoup de films dans la vie. Je voyais beaucoup de premiers films je sais pas, à la fin des années 80, début des années 90. J'adorais les premiers films. Voilà. Il faut dire qu'il y en avait des très beaux à l'époque. Et quand je l'ai écrit, bah, Français? Français. pardon? Oui, C'était français. pour les Ouais. films.
Ouais, je me souviens, je sais pas, Christine Pascal, enfin, des gens comme ça. Et dès que je voyais le premier film, j'allais voir. Moi, c'était un truc, j'allais voir les premiers films. Et j'essaye de continuer à le faire parce que je trouve que il se passe toujours un truc un peu miraculeux dans les premiers films. Et ouais, j'avais surtout Jacques Demy en tête, hein. C'est clair et net. J'avais la bande son parce que j'avais jamais vu le film, la bande son d'une chambre en ville en tête. Et après aussi des anti-modèles contemporains. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait retrouver le réalisme poétique, par exemple, même dans le profilage du personnage. Le fait que Jeanne ce soit quelqu'un de modeste qui vit dans une chambre de bonne, enfin des choses comme ça, c'était pour s'opposer à au cinéma dont on se moquait beaucoup de la fin des années 80, du début des années 90, du cinéma français, qui étaient tous ces artistes bohèmes qui vivaient dans des 180 mètres carrés à Paris avec des moulures au plafond. Enfin, c'était le truc qui nous faisait tous rire. Qu'il y avait dans tous les films français, c'était comme ça. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de jeunes filles français où ils n'avaient pas l'air de travailler et ils vivaient dans des palaces, quoi, vraiment. Mais il n'y avait pas de meubles. Enfin, c'était important. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est Jeanne qui renvoie à ce cinéma-là, du réalisme poétique. C'est un peu voilà, la petite jeune fille modeste qui travaille dans un standard, etc. Et qui évolue dans un monde qui est le nôtre, donc des décors urbains contemporains. Je crois que c'est vraiment. Mais oui, moi, le réalisme poétique, j'ai toujours aimé, je revendique. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, excusez-moi de vous poser une ou deux questions par rapport à la fabrication de la genèse, mais c'est surtout pour celles et ceux qui n'ont jamais vu le film, bon, pour au moins qu'ils aient un petit aperçu. Quand vous arrivez avec ce projet, est-ce que ça a été simple ou compliqué de trouver des financements, de trouver un producteur? Je fais la réponse, Jacques. Tu veux bien? Vas-y. Je vais essayer de faire court. En fait, le projet, très vite, il y a eu un producteur dans la mesure où voilà, Jacques a rencontré un jeune producteur qui n'avait produit à l'époque que des courts-métrages, donc, à qui il a parlé du projet, qui s'est entiché pour le projet. Ensuite, le projet a eu beaucoup de chance, on va dire, c'est-à-dire le scénario a été finaliste de ce qui s'appelait à l'époque la Fondation Hachette, qui était une bourse d'aide aux jeunes producteurs. Il a été repéré par la Fondation Gagne. Il est allé très facilement en plénière à l'avance sur recette, même si après il a fallu effectivement faire nos preuves, faire un pilote pour décrocher l'avance. Il a intéressé assez vite un distributeur. Il était effectivement dans une pile de scénarios qui était examinée à France Télévisions. Enfin bon, donc ça a été long. Il y a eu des hauts et des bas. Voilà, le projet a été un moment en péril. Bon, et puis finalement, voilà, le film s'est fait. Ça a pris un peu de temps. Mais quand je vois les conditions dans lesquelles on a pu faire le film, c'est-à-dire quand même très luxueuses, avec du temps, de l'argent, donc de l'argent, c'est-à-dire du temps de tournage, du temps pour répéter la danse, du temps pour enregistrer les musiques, travailler avec Philippe Miller, le compositeur, a pu travailler avec des musiciens français, enregistrer en France, alors qu'à l'époque, on commençait déjà beaucoup à délocaliser les grands orchestres, l'enregistrement d'orchestres sur les films. Donc, et par rapport surtout aux difficultés auxquelles sont confrontés pas mal de jeunes réalisateurs que je connais, d'anciens élèves de la FEMIS par exemple, je pense que c'était vraiment une autre période, quoi, et qu'on a eu de la chance. Ouais, je trouve qu'on a sans doute eu de la chance. Tout le monde nous disait oui, mais c'est extrêmement carré. Ils s'y croyaient pas, tout ça. En fait, on a eu une chance parce qu'Olivier dit qu'on est allé très vite en plénière. Mais moi, je voudrais rendre grâce à quand même Michel Saint-Jean qui a sauvé le projet parce que je sais on a voulu nous virer en fait. Et c'est lui qui a dit on peut pas virer ce projet comme ça. C'est un truc trop original. Donc, il nous a obtenu un truc qui s'appelait l'aide au pilote, qui fait qu'on a fait une sorte de pré-film en fait. Et en fait, c'est ça qui a fait que tout le monde trouvait le scénario intéressant, ça on peut pas dire, hein, vraiment, franchement, le scénario, le projet, l'idée même, mais tout le monde avait peur. Mais comme on a fait ce pré-film et que le pré-film il a beaucoup plu, ça alors, ça a lancé le financement très très rapidement. Et quand Olivier dit que ça a été long, il exagère, 3 ans. En fait, c'est pas grand-chose, hein. Moi, je sais Ouais, pas, mais j'ai des. un petit peu quand même, Jacques, parce qu'il y a le temps d'écriture avant. Mais enfin bon, peu importe, on Oui, ne le va pas temps chercher. d'écriture, ça compte pas. Pour moi, ça compte pas le temps d'écriture. Ah bah oui, Mais c'est mais ça compte mais pas. mais cette peur, c'était pourquoi selon vous? C'était parce que ça parle du sida, la comédie musicale, c'était quoi exactement? C'était un peu nous déjà, c'est-à-dire premier scénario pour Jacques. Moi, j'avais pas fait de court métrage depuis que j'étais sorti de l'école de cinéma.
le seul court-métrage que j'avais à montrer, qui est une comédie musicale, c'est mon film de fin d'études. Mais vous étiez dans le métier depuis longtemps, vous avez été assistant son, je crois. Assistant monteur à l'image et monteur son, ouais, je travaillais Voilà. depuis 9 ans, mais dans le cinéma, les gens sont très, très, comment dire, corporatistes. C'est-à-dire qu'un technicien, mais qu'est-ce que ce monteur, qu'est-ce qui lui prend, quelle idée lui traverse l'esprit de vouloir être réalisateur, quoi. Donc, du coup, je me suis perdu. Non, je vous disais, vous me disiez en fait que c'était, comme disait Jacques aime les premiers films. Bon, bah, certains n'aiment peut-être pas forcément les premiers scénarios. Donc, Non, oui, oui. Alors, et après, s'additionnait effectivement tout ce que maintenant on peut considérer comme intéressant ou qualité du film, à savoir le mélange des genres. Mais alors, quand c'est fait et que on se dit, bon, voilà, une fois que c'est fait, c'est plus facile, mais sur le papier, ça fait peur. La comédie musicale à la Jacques Demy, sur le papier, ça pouvait faire peur. Les acteurs qui chantent, parce qu'on défendait, bon, il se trouve que Virginie Ledoyen est doublée dans le film, mais voilà, les acteurs qui chantent, la danse, mais qui serait plutôt d'inspiration danse contemporaine. On était un petit peu dingue aussi, c'est-à-dire que on avait envie de faire le film qu'on avait envie de voir et on n'était pas très souple. On n'était pas vraiment en mode concession, quoi. Après ce film, on a même eu la réputation d'être chiant. On disait, oh là là, ils sont difficiles, ils sont chiants. Bon, après, c'est vrai, deux aussi, ça rend plus fort, donc c'est plus facile de tenir tête. On n'a pas tenu tête sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on a dû céder, soit pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il y a des séquences où on aurait voulu plus de danseurs, où il y a moins de danseurs, ou même certaines où il n'y a pas de danseurs. Bon, cela dit, je pense que c'est pas très gênant, finalement, par rapport à l'esthétique du film. Et après, au montage, bon, on a dû voilà, peut-être arrondir un peu les angles sur certains trucs, mais bon, je pense plutôt globalement au bénéfice du film. Mais c'est vrai que le film aurait pu être un peu plus sombre. Mais d'ailleurs, après, non, mais comme il est dit qu'on est en concession, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment important, c'est que pour moi, c'était une sorte de one-shot. Hein. Comme vous savez, j'étais prof de lettres. J'avais écrit ce scénario un peu par accident. Moi, si ce film, on le faisait, c'était magique, quoi. C'était le truc de ma vie, et puis basta, quoi. Donc moi, je m'en foutais complètement. Quand j'étais de mauvaise humeur et que j'engueulais les financiers, on me disait, mais tu peux pas leur parler comme ça, ta carrière et tout. Mais j'ai pas de carrière. C'était pas mon truc. Voilà. Bon, il se trouve qu'on a fait une carrière, mais c'était pas dans mon projet. Voilà, Olivier, c'était... Non, c'était pas mon projet. Non, mais ce que tu racontes, c'est un petit peu avant qu'on se rencontre. Parce que dès qu'on s'est rencontrés, et que je t'ai expliqué que effectivement, si je faisais un film, je ne serais plus monteur après, ce qui est pas, on peut trouver des contre-exemples, mais c'est quand même plus difficile, effectivement. À tel point d'ailleurs que Jacques a écrit le scénario de Drôle de Félix pendant la période où Jeanne et le garçon formidable étaient en stand-by, à un moment où effectivement la préparation s'est arrêtée et du coup il a profité de ce temps pour écrire le scénario parce que je lui avais fait peur, entre guillemets, en lui disant que après Jeanne, je ne travaillerai plus comme technicien. Donc, il faudrait faire d'autres films. Bon, après, moi, j'avais surtout envie de faire des films. Hein. C'était une menace peut-être un petit peu intéressée, on va dire. Et puis, c'était aussi par rapport à moi pour me persuader que... enfin, moi, j'avais quand même le sentiment qu'on n'avait pas le droit. Comme technicien, j'ai travaillé souvent sur des premiers films et j'avais appris deux choses, ou constaté deux choses. C'est que sur un premier film, on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, si on rate son premier film, on n'en fait pas d'autres. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent, à la moitié des réalisateurs qui ont fait un premier film n'en font jamais de deuxième. Et puis, j'avais aussi conscience que le premier film soit un succès ou un échec, c'est très difficile de se remettre au travail juste après. J'avais vu vraiment des gens mettre 4, 5, 6 ans entre le premier et le deuxième film, et c'est un peu long, quoi. Et donc, je m'étais dit, bah, le moyen de contrecarrer ça, c'est d'avoir déjà un deuxième projet avant même de tourner le premier. Et j'avais vu ça aussi parce que je connaissais des réalisateurs qui avaient, par exemple, écrit plusieurs scénarios avant de tourner un premier long métrage. Donc, du coup, une fois le premier long métrage tourné, ils avaient d'autres scénarios, en fait, qu'ils n'étaient pas arrivés à faire avant, mais qu'ils pouvaient présenter à des producteurs. Mais bon, je maintiens, Olivier, il a essayé de me faire peur, il m'a fait peur, mais très clairement, enfin, quand je dis one shot, c'est-à-dire moi, je m'en foutais, mais il fallait que ce film soit fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai lancé là-dedans, tout d'un coup, j'ai cru à l'importance de ce sujet,
J'ai cru à l'importance de ce film et j'ai pensé qu'il était nécessaire qu'il existe. Les autres derrière, je ne savais pas. C'était pas, en tout cas, j'avais pas de projet de carrière, ça c'est sûr. D'ailleurs, si on avait des projets de carrière, on aurait été peut-être un peu moins maladroit dans notre parcours. En tout cas, c'est très bien qu'il vous ait fait peur. Comme ça, il y a eu Drôle de Félix, qui est aussi un très beau film. Ça serait bien peut-être qu'il ressorte aussi. Bon, ça, c'est un petit message pour Malavida. Mais les comédiens, il faut savoir qu'à l'époque, Virginie Ledoyen, c'était vraiment une comédienne, enfin, qui était énormément sollicitée, on va dire ça comme ça, dans un certain cinéma français, que je trouve d'ailleurs qui était vraiment passionnant. Mais comment ça s'est fait? C'est passé les rencontres avec tous ces acteurs, avec Mathieu Demy, avec Jacques Bonafé, ça a été très facile? Enfin, ils ont dit oui facilement. Comment ça s'est construit tout cela? Je te laisse raconter peut-être, Jacques, non? Parce que j'ai beaucoup parlé. Parce que en fait, la distribution du film est faite avec un certain nombre de strates. Il y en a qui étaient pratiquement à l'origine du projet, comme Valérie Bonneton, Podalides, tout ça, qui étaient en fait des gens que je connaissais de très longue date. Voilà. Jacques Bonafé, c'est Olivier qui l'a amené sur le projet, parce qu'Olivier avait travaillé avec lui sur son court-métrage. Jacques, ça ne lui a pas posé particulièrement de difficulté de venir dans un projet aussi louvdingue, quoi. Ça lui ressemblait vraiment. Et donc ça, il a accepté facilement. Après, c'est pour plutôt le couple, voilà, on va dire star, où bon, c'est connu, on a eu quelques petits problèmes de distribution, puisque ce n'était pas eux qui devaient jouer à l'origine. Alors après, alors il y en a un qui est venu de lui-même, c'est Mathieu. C'est-à-dire que Mathieu Demy, c'est lui qui a fait des appels du pied à notre producteur parce qu'il le connaissait depuis très longtemps. Il lui a dit, mais c'est quoi ce projet? Je veux en être. Bon, je fais très très vite. Nous, on a commencé par dire c'est hors de question, puisque à l'époque, le fait que Jacques Demy soit mort du sida était encore tabou. Donc moi j'ai dit mais je suis désolé, je peux pas faire ça, je peux pas faire jouer à Mathieu Demy le rôle d'un personnage qui meurt du sida alors qu'il sait même pas que son père est mort du sida. Enfin bon bref, moi je trouvais que c'était horrible. Et Mathieu a demandé à nous rencontrer et c'est là qu'il m'a mis quatre sur table. Il a dit je viens de l'apprendre, ça fait pas très longtemps que je suis au courant de la vie de mon père, de sa sexualité et en particulier de son décès, donc je veux faire ce film. Bon, à partir de là, on a fait des essais de chant, ça allait vite. Hein, après Virginie, on l'a un peu coursé. Hein. C'est vrai que elle était très sollicitée, tout ça. Donc, et en fait, on avait besoin d'une réponse extrêmement rapide. Donc, on l'a rencontrée et on l'a un petit peu contrainte à nous dire oui avant le Festival de Cannes, parce que sinon, nos producteurs avaient très, très peur quand même que Ouais, alors, c'est bon parce que je raconte du tout ça comme ça, Jacques. Mais pas du tout. Non, parce qu'on a. Pardonnez-moi, mais c'est une de mes plus belles interviews que je suis en train de faire. Il y a des chants contre chants entre vous deux, c'est génialissime. C'est extraordinaire. Non, parce que après, les deux versions sont peut-être un peu compatibles, mais quand on a rencontré Virginie Ledoyen, on était encore dans cette idée extrêmement dogmatique qu'on voulait que l'actrice chante. On avait fait des essais avec pas mal d'actrices qui nous disaient qu'elles chantaient très bien. Et puis nous, à chaque fois, on se disait, oui, bien, mais peut-être pas assez bien. Ou alors, oui, elle chante très bien, mais ah là là, mais c'est pas du tout comme ça qu'on voit le personnage. Donc, on n'arrivait pas à trouver, en fait, cette adéquation entre l'idée qu'on se faisait du personnage, qui était évidemment mouvante. Elle n'était pas dessinée, elle n'avait pas le visage de Virginie, mais bon, voilà, on avait quand même une idée. Et Virginie, elle était très jeune, elle avait 20 ans. Nous, le personnage, on lui donnait au minimum 25 ans. Voilà. Et c'est son agent qui nous a dit, mais regardez la filmographie de Virginie. Virginie, au cinéma, elle n'a pas 20 ans. Ça fait plusieurs années qu'elle joue des personnages de 20 ans. Donc, vous embêtez pas avec ça, rencontrez-la. On l'a rencontrée. On a rencontré une jeune femme très mature, oui, vraiment passionnée, qui avait hyper bien lu le scénario, qui nous en a très bien parlé. C'est vrai qu'elle savait que Mathieu Demy était dans la boucle, qu'elle connaissait Mathieu, qu'elle avait envie de tourner avec Mathieu. Mais en fait, elle nous a dit qu'elle n'était pas certaine, qu'elle pensait même probablement ne pas avoir un assez bon niveau de chant pour le film. Et c'est nos producteurs qui nous ont dit, écoutez, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on engage Virginie sans faire les essais de chant comme d'habitude, et puis soit elle chantera, soit vous la doublerez. Voilà. Et on s'est dit, bon, effectivement, il faut qu'on arrête il faut qu'on choisisse une actrice avec qui on a vraiment envie de travailler. Et la question du chant, on verra plus tard. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, Jacques. Hein. C'est vrai, tu as raison. Mais n'empêche qu'on l'a martyrisé. Hein.
que quand même on a voulu obtenir d'elle un Oui, oui, oui. oui. Et après, effectivement, une fois que nous, on avait décidé, il fallait effectivement qu'elle accepte de dire oui. Elle avait d'autres projets. Et là, il y a eu, voilà, et son agent, je pense, à ce moment-là, joué en notre faveur en disant aussi, mais il faut que tu fasses ce film. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on s'est raconté. Enfin, en tout cas. Et puis après, de toute façon, on a fait du travail vocal avec Philippe Miller et Virginie, qui était vraiment bien. Mais Virginie n'était pas assez contente d'elle. Elle pensait que ça aurait pu être mieux. Et c'est pour ça qu'on a pris ensemble la décision du doublage. Il y a aussi Et, la et distributrice la qui nous a chanteuse qui l'a doublée s'appelle Lise Caron, c'est ça? D'accord, voilà, Lise Caron. C'est une comédienne qu'on voit de temps en temps, enfin, qu'on voit dans des films. Et surtout, parallèlement, elle a vraiment une carrière de chanteuse de jazz, on va dire. D'accord. Et de Ouais. comédie musicale aussi, un petit peu en scène. Vous alliez dire quelque chose, Jacques, mais je vous ai interrompu, je m'en excuse. Donc, je disais juste qu'il y avait la distributrice qui nous avait aidés avec Virginie. Parce que Fabienne Vonnier adorait Virginie et je me rappelle qu'elle Ah oui, elle oui, nous oui. dit il faut que tu fasses ce film, il faut que tu le fasses, sois avec nous dans cette aventure, ça va être super. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai, non, Virginie, c'était un coup de cœur. Hein. Enfin, moi, c'est vrai que Olivier a raison. Enfin, on n'y avait pas pensé à cause de l'âge. Mais en revanche, on l'avait vu dans plusieurs films et moi je l'adorais. Quoi. Vraiment, quand je l'ai rencontrée, j'étais trop content de la Ouais. rencontrer. comment, là, je pose la question, pour le coup, c'est une question plutôt sur le langage cinématographique. Donc, comment mettre en scène cette histoire? Comment faire en sorte que 25 ans après, on ait une sensation de quelque chose de l'ordre de l'intemporalité par rapport à la mise en scène? C'est-à-dire que même si ça parle d'une certaine période dans l'histoire de France, en tout cas le milieu des années 90, mais on a cette sensation qu'il y a encore des résonances avec notre société d'aujourd'hui. Et ça, c'est via la mise en scène que vous utilisez dans votre film. Donc, question très simple, comment on pourrait demander parfois à un écrivain, quand on est très curieux, comment vous pouvez écrire ce genre de paragraphe, bah, comment vous pouvez filmer, comment filmer ça? Alors, je pense que c'est aussi lié à des questions de jeunesse et d'idéalisme. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même été assistant au montage sur Trois places pour le 26 de Jacques Demy. J'ai été monteur son de 2 films de Youssef Chahine. J'ai travaillé sur Adultère mode d'emploi de Christine Pascal. J'ai quand même travaillé souvent avec j'ai fait le montage son d'un film de Marco Ferreri. Voilà. J'ai donc majoritairement comme technicien travaillé avec des réalisateurs, je dirais, très exigeants. Et j'ai fait du montage. Donc j'avais cette idée, je pense, qui était vraiment assez, comment dire, enfin, qui était toujours, qui est vraiment quelque chose qu'on dit aux élèves dans les écoles de cinéma, de toujours se poser la question pourquoi changer de plan. Donc le film il n'y a pas beaucoup de plans séquences virtuoses dans le film, mais il y a souvent des plans qui sont quand même assez longs. Le film n'est pas très découpé, et donc ça c'était valable aussi bien pour la danse que pour la comédie. Donc il y avait cette idée-là de la durée des plans, et puis aussi d'une forme de simplicité. C'est-à-dire de se dire, ça c'est un dogme godardien hein, que je connaissais pas quand on a fait le film en fait étrangement, qui est, je crois quand on lui pose la question et il dit, quand on lui pose la question où on met la caméra en face des acteurs. Et c'est vrai que voilà, je crois vraiment que c'était les deux principes entre guillemets qui nous habitaient entre guillemets, c'est-à-dire de pas changer de plan si c'était pas utile et de faire des choses simples. Mais ce qui est assez impressionnant, par exemple, il y a 2 séquences particulièrement, belles et très touchantes, dans tous les sens du terme. C'est la séquence, je ne sais pas si elle va vous enfin, la séquence du petit déjeuner, qui est Hmm. assez longue, mais assez belle aussi en soi. Et puis la séquence, une des dernières séquences où, je crois même, c'est d'ailleurs la dernière fois qu'elle le voit, à l'hôpital. Et il y a un chant contre chant qui est assez long. Alors on pourrait dire chant contre chant, c'est très classique, c'est pas forcément, c'est peut-être très élégant, mais c'est en même temps un peu peut-être paresseux. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que bah là, on va reprendre encore un dogme godardien. Quand vous les filmez tous les deux en chant contre chant, généralement, un chant contre chant, le problème du chant contre chant, c'est que on ne les filme pas pareil. Enfin, les personnages ne sont pas filmés de manière identique. Donc, en fait, le cinéaste les regarde différemment et ne les voit pas, en fait. Ah Là, il oui. y a un truc avec ce chant contre chant, on avait l'impression que finalement, ils étaient dans le même plan. Et c'est très beau. C'est vraiment très, très beau. Et c'est une sensation que j'ai eue. C'est peut-être lié à un paradoxe de la réalité du tournage qui peut-être nous a rendu encore plus vigilants à ça qu'on serait
habituellement, c'est que le plan de Mathieu dans le lit est tourné en décor, dans une chambre d'hôpital reconstituée, et là, le contre-champ de Virginie, à la fenêtre, est tourné dans le vrai hôpital. Donc, c'est pas tourné le même jour, c'est pas tourné dans le même décor, et évidemment, et je ne me souviens même pas si quand Virginie a fait la chanson, Mathieu était à côté de la caméra. Je suis incapable de raconter, je sais pas. Moi non plus. Je pense pas, non. Voilà. Et du coup, c'était tellement artificiel de faire ça, c'était tellement bizarre que, eh ben, en fait, je pense que ce que vous décrivez, c'est pas notre, enfin, on y est certainement pour quelque chose, mais c'est plutôt le rapport de chacun d'eux à la caméra. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un plan à trois, en fait. C'est Virginie, Mathieu et la caméra. Il y a de cela. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, de dernières questions, comment ce film avait été, alors je sais que la critique, je me souviens, c'était particulièrement, oui, c'était positif, si je me souviens bien. Mais au niveau du public, comment ça avait été reçu? Est-ce que vous aviez été extrêmement surpris? Là, c'est Euh, la réception du public, c'est compliqué. Vas-y, commence, Jacques. Plutôt un peu déçu. Enfin, oui, la critique était excellente. Après Ouais. les projections auxquelles on a pu assister se passaient plutôt bien, avec parfois un peu des tensions parce qu'il y avait des gens qui trouvaient le film parfois un peu trop sexy, en fait. C'est assez rigolo. Mais Ah, c'est non, rigolo, effectivement. moi j'étais un peu. Enfin, disons que le film a pas fait exactement le nombre d'entrées qu'on espérait. Voilà. A posteriori, c'est très bien quand on y pense et tout, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu braqué sur des films en me disant non, mais on fait 1 million d'entrées, quoi, ce qui n'est pas le cas. Moi, je voyais plutôt un monde sans pitié, quoi, mais c'est pas Ah ce qui oui. s'est passé. Mais après, non, le film, bah, il y a un truc qui est vrai et qui est qu'on sentait déjà à l'époque, mais évidemment 25 ans après c'est pire, c'est qu'en fait, pour certaines personnes, c'est une sorte de film culte. Ça, c'est vraiment, vraiment très troublant, quoi, vraiment. Et j'ai rencontré des gens, après, qui sont des amis, qui m'ont sorti immédiatement, le CD de leur CD Tech, quoi. Et c'est très étrange pour moi même si moi j'ai pu faire des fixations sur des films, hein, évidemment, je le comprends, mais quand c'est sur un des miens, je trouve ça très bizarre et en même temps extrêmement touchant, quoi. Et j'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps, encore des étudiantes qui n'étaient même pas nées, je pense, enfin, ou à peine nées au moment où le film est sorti, qui l'avaient vu parce qu'on leur avait montré tout ça et qui étaient super émues. Enfin, bon. Bon, moi, j'ai une petite anecdote toute récente. Donc là, je suis en Charente, en fait, enfin en Charente-Maritime, et donc j'ai présenté le film dans une sorte d'avant-première dans une salle à Saint-Georges-de-Didonne il y a quelques jours. Et dans la salle, parmi les spectateurs, il y avait un couple plus ou moins un peu plus jeune que moi, on va dire, et leur fille, une jeune femme. 18-20 ans. Et en fait, ils amenaient leur fille voir le film. Elle n'avait jamais vu le film et elle s'appelle Jeanne. Et ses parents ont raconté, enfin, elle le savait, mais ils l'ont dit donc aux autres spectateurs, que voilà, quand ils ont vu le film, ils se sont dit, si un jour on a une fille, on l'appellera Jeanne, parce qu'ils avaient été très séduits par la liberté de ce personnage féminin. Et voilà, donc, bon, ça répond pas vraiment, enfin, mais moi, j'ai un souvenir quand même troublant de l'époque de la sortie du film, où évidemment c'est notre premier film, donc on n'a pas beaucoup d'expérience, ni par rapport aux sorties, ni par rapport aux chiffres, ni par rapport au retour des spectateurs. Il n'y avait pas les commentaires sur Allociné comme aujourd'hui, donc il y avait plus de filtres entre les spectateurs et nous. Mais des amis, parfois, nous disant à quel point ils avaient aimé le film, mais à quel point le film les avait rendus tristes, voire les avait plombés pour plusieurs jours. Et donc, quand ils nous racontaient ça, on se disait, ah, ça, c'est pas ultra prescripteur. Si tu dis, ouais, j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé, mais alors ça m'a foutu le bourdon pendant 3 jours, bon, je devrais pas dire ça, en fait. Mais je pense qu'il ne faut plus le bourdon aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil. Non, mais voilà, mais Alors, c'est plus tout à fait pareil comme vous le dites, c'est vrai, mais même avec ce plan final ou enfin, le geste qu'elle va avoir, je préfère pas le dire parce que ce serait dommage. oui, oui, C'est quand même assez, oui, effectivement. Alors, je sais pas si c'est pas le bourdon, certes, mais ça marque. Ça oui, marque. oui, Ça oui, c'est marque pas parce qu'il y a aussi, mais ça gagnant. marque parce qu'il y a aussi 25 ans qui se sont écoulés, donc on voit un peu ce qui a évolué. Et voilà, c'est très, très particulier comme.
Mais cela dit, pour avoir, en toute, comment dire, vanité, puisque Jacques dit souvent que je suis vaniteux, et toute proportion gardée, moi, je pense aussi on peut aimer sortir d'un film avec un état de tristesse dans lequel on va rester un certain temps. Moi, je sais que le premier film de cinéma que j'ai vraiment aimé, où je me suis dit, ah, mais le cinéma, c'est pas juste un truc pour faire rigoler, enfin, c'est pas le prétexte à aller manger un esquimau, en gros, ce qui était l'idée que j'avais jusqu'à 15 ans, c'est La Chambre verte de François Truffaut. Et honnêtement, le film, il est très triste. Je suis sorti du film alors que j'avais 15 ans, très triste. Par rapport à des histoires familiales, de frères de ma grand-mère mort à la guerre de 14, enfin des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Et c'est ça que j'aime aussi, par exemple. C'est pour ça que j'aime revoir Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, parce que je sais, quand le film commence, que à la fin, je vais être très triste. Ah non, non, moi, Les Parapluies de Cherbourg, je commence à pleurer au premier plan. C'est pas à la fin, c'est par anticipation. Donc, c'est juste, c'est 1h30 de larmes pour moi. Mais non, mais évidemment que, enfin, le film, il a été fait pour que les gens pleurent. Hein. Enfin, vraiment, je l'ai écrit, on l'a pensé, le dernier plan, enfin le montage du dernier plan, tout est fait pour que les gens sortent de la salle en ayant un peu pleuré, quoi. Ouais, c'est fait pour. Donc, et je suis d'accord avec Olivier, c'est vraiment sympa de pleurer au cinéma. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est un sentiment. Je sais pas, moi, la tristesse, c'est pas quelque chose que j'aime tellement éprouver dans la vie, quoi. La mélancolie, j'aime beaucoup, voilà. Mais la vraie tristesse, celle qui est liée au deuil, à la souffrance, tout ça, j'aime pas ça. Mais au cinéma, j'aime bien parce que justement, par procuration, je vis ces émotions qui sont des émotions très fortes et qui sont globalement négatives dans la vie. Mais au cinéma, non, elles le sont pas. Elles sont positives. C'est fait pour ça. On va pas parler de catharsis, hein, mais enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Ça et la peur, quoi, au cinéma. J'adore rire aussi, mais je trouve que que la tristesse et la peur, c'est plus intéressant parce qu'elles elles sont plus fausses que le rire. Le rire, il est vrai. Alors Mais que, il y a tout ça dans le film, par exemple, la séquence de la petite scénette musicale entre Podalides, jeune, très jeune d'ailleurs, et Valérie Bonneton, elle est très très drôle aussi. Ouais, Il y a de cela. Et mais ça, je c'était pouvais fait pas. pour que ce Oui, soit encore plus triste. C'était l'idée. ouais. Donc à la fin, il y a les 2 numéros rigolos sont dans la dernière partie, qui est la partie la plus sombre. Alors ça a été pas très facile à défendre, très difficile à défendre aux États-Unis, par exemple, où le film a connu une petite carrière. En fait, ils ont enlevé ces séquences-là parce qu'ils ne comprenaient pas cette rupture de ton. Alors moi, j'ai beau expliquer, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que plus la vie est joyeuse, plus le deuil est triste. Voilà. Et parce que c'est aussi ce qu'on éprouve tous, je trouve, quand on vit un deuil. C'est-à-dire que nous, on est très profondément affectés, mais autour de nous, pas les gens, quoi. On aimerait bien que tout le monde pleure avec nous, mais c'est pas le cas. Dans le monde, il continue à fonctionner, et les gens à être heureux. Voilà, et c'était ça qu'on essayait de travailler. C'est pour ça que les 2 chansons rigolo patates, elles sont à la fin. Voilà. une dernière question, je ne pouvais pas ne pas vous la poser, c'est par rapport à la restauration, parce que c'est aussi très très beau de voir un film sur pellicule qui a été fait en 35, si je me trompe pas, en 35 minutes. En vrai, Et cinéma. donc voilà. Et ça, je trouve ça aussi, enfin, je trouve ça aussi intéressant d'avoir utilisé ce format-là. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois petites choses sur cette restauration, parce que c'est ça aussi qui est très important au niveau du travail qui a été fait. Bah, ce qui est quand même vraiment très fascinant, je dirais, pour un réalisateur par rapport à la numérisation d'un film, c'est qu'un film, ça s'abîme, ça se détériore. Les dernières projections le film, on a continué de le montrer au cours de toutes ces années de façon irrégulière, mais à l'occasion d'une manifestation autour du sida, à l'occasion d'une rétrospective autour de la comédie musicale, enfin bon. Et à chaque fois, et plus le temps passait, à chaque fois quand on le montrait, les copies étaient de plus en plus détériorées, il y avait les problèmes de raccord de bobine sur les copies 35, donc au fur et à mesure du temps, on mange des images, donc ça saute à chaque raccord de bobine toutes les 20 minutes, il y a des rayures, il y a des pétouilles, enfin bon. Donc c'est vrai que quand on est allé au laboratoire pour voir, effectivement, assister à tout le processus de restauration, que déjà on a vu le scan, je crois que la première fois on l'a vu avec les pétouilles parce qu'ils voulaient qu'on vérifie qu'il n'y avait pas de problème majeur. Et ensuite, on a d'abord fait une passe d'étalonnage, ils ont enlevé ce qu'ils appellent les pétouilles, donc toutes les poussières, tout ça. Et ensuite, on a fait une phase finale d'étalonnage et quelques petites modifs et tout. Mais donc, c'est vrai que maintenant, enfin, c'est vrai que de voir le film comme ça, avec la même qualité que les films qu'on a l'habitude de voir tous les jours en salle, c'est
c'est vraiment troublant, je trouve. C'est aussi ça, je pense, qui crée aussi ce trouble temporel. C'est pas comme quand on va voir un film à la Cinémathèque, où on voit une copie 35 d'un film ancien, dans une qualité quand même un peu détériorée. Là, en fait, on voit un film ancien, qui a 25 ans, mais qui a la même facture qu'un film contemporain. Et comme en plus, effectivement, il a été tourné en pellicule et qu'il a été tourné en cinémascope anamorphique, du coup, effectivement, il y a une qualité... Enfin, je pense que beaucoup de gens rêveraient aujourd'hui de tourner en 35 anamorphique avec de la pellicule pour avoir effectivement ce type de rendu sur grand écran après. Malheureusement, alors ça coûte très, 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 très cher aujourd'hui. Et, un point technique, donc il s'agit d'une restauration dite patrimoniale, hein, elle est financée par le CNC, donc c'est le même film que celui de 98. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé, on a repris l'étalonnage autant que faire se peut, avec quelques petites améliorations. Puis malheureusement, notre chef opérateur de l'époque est décédé, donc on l'avait plus avec nous pour refaire l'identique, mais on a travaillé avec quelqu'un qui avait fait des films avec lui, encore récemment à l'époque, donc il a pu retrouver aussi ce qu'il fallait. Voilà, donc Olivier a raison. Moi, je dirais, ceux qui l'ont vu il y a 25 ans, ils seront surpris, parce qu'il est plus beau qu'il y a 25 ans. C'est-à-dire que la copie actuelle, elle est plus belle que les copies d'exploitation qu'on avait il y a 25 ans. Ça n'a mais aucun rapport, quoi. Même moi, quand je l'ai vu là, comme ça, en laboratoire, puis j'ai vu une première projection de la copie restaurée à la Cinémathèque, j'étais étonné de la beauté, ouais, des images, quoi. C'est-à-dire si ça m'a rappelé les images telles qu'on les voyait nous aux projections de rush. C'est-à-dire quand on allait le soir voir les rushs qu'on avait tournés la veille et qui avaient été tirés à partir du négatif. C'était pas étalonné, mais il y avait une beauté, une transparence de l'image qu'après on n'a plus sur les copies d'exploitation, plus du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on peut plus comprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est du numérique. Le numérique, ça se reproduit. Toutes les copies sont identiques. À l'époque, non. Il y avait une copie pour festival qui était magnifique, et puis toutes les autres, c'était des doubles. Bon, je vais pas expliquer le procédé technique, et qui en fait étaient moins belles, quoi. Là, vraiment, je dis, si vous l'avez vu il y a 25 ans, retournez-y, c'est plus le même film. Enfin, c'est le même, mais c'est vraiment un objet incroyable. Moi, je dois dire, ouais, les couleurs. Même Paris, c'est différent. Il y a quelque chose. La façon dont vous filmez Paris, c'est vraiment. Bah, les arbres ont poussé, par exemple. Les arbres ont poussé, par exemple. Non, Je mais ne veux pas dire que c'était mieux avant. Je ne suis pas dans cette idée-là, mais c'est marrant. C'est non, marrant, mais ça on a filmé à Stalingrad, on a filmé la place de Stalingrad. C'est ça, c'est que c'était il y a 25 ans. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, elle est toute fermée à cause des problèmes de crack, mais il y a des arbres et tout ça. Alors, c'est pas du tout le même monde. Enfin, c'est rigolo, c'est le même, mais un petit peu différent. Voilà. C'est le 14 juin, le film ressort le 14 juin, Jeanne et le garçon formidable, grâce à Malavida Film que je remercie. Et pour en parler, il y avait les auteurs qui étaient là, Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Donc oui, effectivement, il faut aller voir ou revoir plutôt, si c'est possible, ce film. Merci en tout cas à vous deux d'avoir pris le temps de discuter de ça. Et puis à très vite. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, Samir. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my